effectivement une grande pression de passer après Benoît Serre, donc on va essayer de poursuivre ça. Je pense que je croise moins de données que Benoît Serre pour vous donner une vision prospective de l'évolution des RH. Donc je vais peut-être commencer par mon histoire et vous expliquer pourquoi je pense que l'IA, aujourd'hui, est plus qu'un buzzword, mais que c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans beaucoup de processus. Et il faut qu'on fasse attention, qu'on maîtrise, qu'on sache dompter la bête pour savoir exactement où est-ce qu'on l'utilise et où est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Je pense que c'est l'enjeu majeur de l'IA demain. Donc pour parler deux mots de mon histoire et de pourquoi et comment j'en suis arrivé à me créer cette conviction que l'IA, finalement, c'est au-delà du côté mystique de l'IA, c'est quelque chose qui peut venir impacter positivement les carrières, la vision de l'entreprise, enfin impacter, en tout cas s'assurer que l'entreprise puisse s'adapter plus facilement aux évolutions du marché. Effectivement, c'était en 2013, à l'époque j'avais 16 ans, je suis passionné par l'entrepreneuriat et je décide de créer ma première entreprise, FutureNess. À l'époque, l'enjeu c'était d'aider les jeunes à trouver le métier et les études qui leur correspondent. Je me rendais bien compte que les métiers changeaient très vite, les formations sont extrêmement variées, très complexes de s'y repérer dans cette multitude de possibilités. Et donc à l'époque, un des enjeux clés, c'est le premier moment où je commence à toucher à l'intelligence artificielle, c'est de se dire, ok, demain, quels sont les métiers d'avenir ? On n'a pas envie d'envoyer des jeunes au casse-pipe, les envoyer vers des métiers qui auront disparu avant même la fin de leurs études. Donc c'est le premier moment où on a commencé par constituer une intelligence artificielle qui analyse des millions d'offres d'emploi sur le marché et qui permet, en analysant les tendances, de prédire quels sont les métiers qui émergent, quels sont ceux qui disparaissent. Et là, la réponse, c'est on ne sait pas. Ça, c'est la première conclusion. Donc en fait, ce qui est important, c'est de se dire finalement, est-ce que ce qui est important, c'est le métier ? Ou est-ce que ce qui est important, c'est la compétence ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre quelle est l'importance de la compétence, parce que finalement, plutôt que d'orienter des jeunes vers des métiers d'avenir, l'enjeu, c'était peut-être surtout de leur permettre de développer les compétences nécessaires pour que, quel que soit le libellé, l'étiquette de leur métier, ils arrivent à être employables dans la durée. Donc ça, c'était la première étape. Et donc vous voyez que finalement, à ce moment-là, l'IA intervient comme un moyen de résoudre un problème de lisibilité sur le marché et pas finalement comme une fin en soi. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième étape, donc effectivement, en 2017, je revends mon entreprise au magazine d'étudiants. Pour répondre à la question, jamais assez cher, mais bon, voilà. C'est une première grande étape. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'avais envie finalement de tirer ce fil et de comprendre comment ça se traduisait aussi dans les entreprises, comment ça se traduit une fois qu'on est sorti des études et que finalement, ça y est, on exerce notre métier. Donc je me suis formé à l'université d'Harvard sur les ressources humaines pour comprendre comment évoluent les processus, comment évoluent les personnes au sein de ces organisations, comment l'organisation permet de déverrouiller ses compétences et de les mobiliser pour un but final. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose, et ça c'est un cas qui m'a marqué. Vous prenez le Fortune 500, donc les 500 plus grandes entreprises dans le monde, dans les années 2000, en 20 ans, il y en a une sur deux qui a soit disparu, soit qui est sortie de ce classement. Et donc là je me suis dit, ok, une sur deux, on parle des 500 plus grandes entreprises dans le monde, des mastodontes qui sont censés être indéboulonnables. Kodak, on a tous connu, enfin, personne n'aurait pu penser à l'époque, pour plein de raisons différentes, mais c'est un exemple moi, qui m'a marqué. Et donc finalement, je me suis intéressé à comprendre comment, à travers des ressources humaines, on pouvait déverrouiller, on pouvait permettre à ces 250 entreprises finalement qui n'ont pas réussi à s'adapter, comment est-ce qu'on leur permettait demain de réussir. Et là, finalement, un des enjeux, on a identifié trois leviers. Le premier, et en tout cas ce qui a fait l'échec de certaines entreprises, c'est une vision trop statique de leurs ressources et de leurs compétences. Souvent, on sait qu'on évalue les compétences lors de l'entretien annuel. Ces matrices compétences, elles sont indigestes. On sait que ces fameux référentiels qu'on construit dans la GPEC, c'est extrêmement long, extrêmement chronophage, c'est rarement à jour finalement. Donc ça, c'est cette vision statique des compétences finalement qui peut empêcher les entreprises de réussir. Le deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'une fois qu'on a par contre la vision de ces compétences, comment est-ce qu'on les réalloue de manière dynamique dans l'entreprise. Et là, on se heurte à une multitude de critères individuels. Finalement, qu'est-ce qui va faire que je vais choisir de changer de voie, que je vais choisir de changer de métier, que je vais accepter une mobilité interne. Bien sûr, les compétences jouent un rôle, mais il y a plein d'autres critères. Il y a une étude allemande qui montrait que sur ma capacité, mon choix de changer de poste, il y a 40 critères en moyenne qui interviennent dans ce processus. Et là, c'est très compliqué dans une grande entreprise. En plus, on est chez Orange, donc c'est très compliqué pour une grande entreprise de connaître les caractéristiques, les attentes individuelles, toutes les contraintes qui vont s'articuler autour de chaque individu, et de tenir compte de ça à grande échelle quand on a une stratégie, un projet, un workforce planning qui nous dit qu'on a besoin de tant de ressources à tel endroit, etc. Et donc c'est là où l'IA, justement, va apporter un enjeu, et c'est
porter une réponse, c'est comment est-ce qu'on tient compte de toutes ces caractéristiques individuelles et comment est-ce que de cette somme de caractéristiques, on arrive à alimenter notre plan à plus long terme. Donc concrètement, comment est-ce que je propose le bon poste à la bonne personne au bon moment? Comment je lui propose la formation pertinente le moment venu pour l'aider à développer les compétences manquantes? Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Et le dernier facteur qui empêche, qui empêche les entreprises de réussir, c'est justement cette organisation qui a du mal à s'adapter. On le voit aujourd'hui, on discute souvent avec des petites entreprises, et je le vis aujourd'hui dans près de 200 chez Neobrain ou dans des grands groupes, on voit la différence, l'inertie nécessaire pour prendre des virages. Donc cette inertie, elle implique une anticipation très très forte, à un moment où on sait justement qu'on a du mal à voir comment le monde sera dans 10 ans. Si dans 2 ans on a une nouvelle crise sanitaire, le monde sera encore différent. Donc ça veut dire que l'entreprise doit maintenant créer les conditions pour permettre à chaque individu de s'adapter demain aux prochains enjeux que vive le marché. Donc ça, c'était vraiment les 3 verrous qu'on a identifiés. Donc c'est comme ça que j'ai conçu Neobrain donc en décembre 2017. C'est parti. On lance Neobrain, donc c'est il y a 4 ans et demi. Et finalement, l'enjeu de Neobrain, c'était de venir aider les entreprises à anticiper les compétences qui émergent, identifier le gap avec les compétences disponibles en interne, et derrière, permettre de proposer à chaque individu la bonne formation, le bon parcours de carrière, le bon poste au bon moment, ou éventuellement le projet qui lui permettra de développer les compétences manquantes. Donc tous ces concepts-là, finalement, ce que je vous dis, je pense que pour nous, alors, on est jeunes, on découvre ça, on se dit, putain, mais tous ces concepts, ils s'imbriquent parfaitement. Ça fait des années et des années. Je lisais des bouquins dans les ressources humaines il y a 30 ans, il y a 40 ans. On a d'un côté des ressources, on a des besoins, comment on comble le gap. Ça, c'est le phénomène classique. Mais justement, c'est là l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle intervient pour lever certains verrous. L'exemple concret des verrous que l'IA peut venir déverrouiller. Si vous faites l'exercice, et je vous pose la question, quelles sont les 10 compétences que vous mobilisez tous les jours? Alors là, vous avez 2 heures. C'est très compliqué, c'est très conceptuel une compétence. C'est à la fois très puissant parce que ça décilote l'organisation. Ma compétence, elle dépasse le cadre de mon poste, elle dépasse le cadre de mon métier, de peut-être même de ma famille de métier. Si j'ai une capacité, une bonne écoute active, si j'ai une bonne expression orale, ça s'applique dans plein de domaines, peut-être dans plein de domaines différents. Mais c'est super compliqué de le décrire. C'est beaucoup plus simple d'écrire ses tâches, missions, activités quotidiennes. Et donc c'est là où le rôle de l'IA, un exemple qu'on applique chez Neobrain, c'est finalement de venir traduire votre parcours en compétences que vous avez mobilisées. Et ça, quand on a démarré, au démarrage, je vous suggérais 10 compétences. Quand on a démarré Neobrain, généralement le salarié en sélectionnait 2 sur 10. Bon, on va dire c'est pas top. L'intérêt du machine learning, et donc c'est l'intérêt justement de l'intelligence artificielle, aujourd'hui en moyenne, quand on suggère 10 compétences à un salarié, il en sélectionne 9 sur 10. Et ça, cette courbe d'apprentissage, c'est justement l'intérêt de l'IA qui apprend, qui affine, et qui est capable au plus juste d'aider les salariés à décrire leur portefeuille de compétences. Voilà une application concrète. Un deuxième sujet et une deuxième application qui devient majeure, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 1 mois, même 2 mois maintenant, McKinsey a sorti un rapport. Alors c'est pas très tendance de citer McKinsey en ce moment, mais bon, c'est pas grave, qui dit qu'ils ont pris les salariés qui ont démissionné dans les 12 derniers mois et ils se sont posé la question de quelle était la raison principale. Voilà. Première raison, parce que je manque de visibilité sur mes perspectives de carrière. Bon, alors là on se dit, c'est simple, la réponse elle est simple, on va promouvoir tout le monde. Et tout le monde va évoluer, ok, ça c'est pas réaliste. Donc comment est-ce que la carrière s'articule aujourd'hui? Elle s'articule de manière beaucoup plus diverse. Les personnes chaque individu, chaque salarié va passer par des métiers beaucoup plus variés qu'auparavant, où j'avais mon right type. Sauf que là, pareil, on se heurte au silo de l'organisation. Bon, finalement, si je fais partie de l'équipe communication, je ne vais pas forcément penser tout de suite à l'équipe RH. À l'équipe RH, forcément l'équipe finance. En plus, RH et finance, c'est un débat depuis longtemps. Donc ce type de lien, et donc ces silos, limitent la capacité des salariés à se projeter sur des parcours plus transverses. Or, c'est, je pense, là, l'une des solutions pour faire face à cette attente des salariés d'évolution, de varier leur mission. Pareil, là, justement, c'est une des applications possibles de l'intelligence artificielle, c'est sur cette base de compétences. Et pas seulement, parce que je pense que la compétence est une chose, mais je pense que l'appétence est aussi très très importante. Et c'est un des ingrédients clés qu'on a introduit chez Neobrain. C'est de se dire quelles sont les compétences que je maîtrise, quelles sont celles que je veux développer demain. Grâce à ça, quelles sont les possibilités demain, les autres métiers vers lesquels je peux m'orienter, et aider justement à s'inspirer, à imaginer des parcours plus transverses. Donc ça, c'est une deuxième application concrète de l'IA. La troisième,
Et je pense que ce n'est pas des moindres, c'est justement se dire comment est-ce que j'anticipe les compétences dont j'ai besoin demain. Pour tous ceux d'entre vous qui ont participé déjà à la construction de ces fameuses matrices de compétences, définir un référentiel. Je pense que la boîte de Doliprane y est passée au passage, c'est très compliqué. Il faut aligner tout le monde, il faut aligner les métiers, il faut aligner les managers. Donc il y a un travail de conduite du changement, il y a un travail de description des compétences, il y a un travail de politique, de dire finalement quelles compétences on garde de part et d'autre. Ce travail-là, il est très long, très lent, très complexe. Et dans la pratique, quand on va voir souvent un manager, on dit quelles sont les compétences dont tu auras besoin dans 6 mois, dans 9 mois, dans 3 ans, c'est super compliqué. C'est un exercice très très compliqué à faire. Parce que ça implique déjà d'avoir une vision claire de sa stratégie et derrière d'être capable de la traduire en compétences requises. Un exemple concret, et c'est justement le bout de technologie que j'ai racheté de ma première entreprise et qu'on a introduit dans le cœur de NeoBrain, c'est cette analyse du marché de l'emploi. Un exemple, on voit que dans l'agriculture, on a analysé donc des millions d'offres d'emploi, et ça dans 50 pays différents. On a par exemple identifié que dans l'agriculture, il y a certaines compétences qui émergent au Brésil 7 mois avant d'arriver en France. Et ça donne 7 précieux mois à l'entreprise pour s'assurer que le moment venu, elle ait la bonne compétence au bon endroit. Donc la capacité d'anticipation et la capacité à traduire sa stratégie en compétences, c'est aussi une des applications concrètes que l'IA peut apporter. Alors, bien sûr, parce que chaque entreprise va avoir ses spécificités, et notamment dans les grands groupes, il y a certaines compétences qui sont créées déjà au sein de l'entreprise. Tout ça, ça reste que de la matière de discussion. Et je pense que c'est pour ça l'intérêt pour les ressources humaines de bien maîtriser finalement où est-ce que l'IA peut déverrouiller des goulots d'étranglement. Et de ne pas mettre l'IA pour l'IA parce que ça fait cool, parce que ça fait sympa, parce qu'on se dit que c'est le truc de demain, et donc on va en mettre un peu partout. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade où tout ça a un peu décanté, et on arrive à identifier où est-ce qu'il y a des vrais verrous qu'on peut débloquer avec l'IA. Et par exemple, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est de dire quand on va me proposer un métier vers lequel je peux m'orienter, est-ce que le prochain métier, c'est l'IA qui me le suggère? Parce que sinon, s'il me le suggère sur la base du passé, etc., est-ce qu'on ne va pas reproduire des biais? Et justement, quand on suggère des métiers pour évoluer demain, je pense qu'appliquer l'IA serait la plus grande des erreurs. Là, c'est important, et je pèse mes mots, ce serait la plus grande des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il faut justement savoir aussi où est-ce qu'il ne faut pas dire. Quand on me propose pourquoi je peux accéder à un métier ou comment je peux construire mon parcours de carrière, il faut que ce soit extrêmement explicite. Or, l'IA n'est pas explicite. Elle tient compte d'un ensemble de critères, elle va tirer ses propres conclusions et faire des suggestions. Sur l'accès au métier, je pense que par rapport à nos enjeux aussi de diversité et inclusion, c'est particulièrement majeur de faire attention à tous les critères qui rentrent en compte dans pourquoi je peux évoluer, pourquoi ce métier est suggéré. Et je pense que justement l'intérêt, c'est plutôt d'utiliser la compétence comme étant le dénominateur commun, donc de se détacher des libellés de poste, etc., de se concentrer sur, d'un côté, j'ai un portefeuille de compétences et d'appétences, de l'autre côté, j'ai des métiers au sein de l'entreprise qui sont décrits et éclatés à la maille compétences, et derrière, ce sont les compétences qui objectivent, si oui ou non, je peux accéder à tel emploi, enfin à tel métier. Donc ça, c'est un point, je pense, hyper important. Et c'est la différence entre l'intelligence artificielle et l'algorithmie. L'algorithme, où finalement, on a un certain nombre de poids, de critères qui sont extrêmement explicites. On n'est pas dans un effet boîte noire, où finalement, on rentre des données, et ça en sort des conclusions, et on doit croire à ça les yeux fermés. Là, on est sur un ensemble de critères qui doivent être explicites, et notamment quand on doit les partager avec nos partenaires sociaux, c'est majeur. On ne peut pas être dans l'effet boîte noire pour choisir pourquoi les salariés évoluent dans l'entreprise. Ça serait catastrophique. Donc ça, je pense que c'est un des sujets majeurs. Et le dernier point que je vais aborder peut-être sur l'aspect positif, en tout cas, qu'est-ce que l'IA permet, c'est un concept qui, pour le coup, qui a évolué, je pense, dans les 5-6 dernières années, ce qu'on appelle les skills-based organization. C'est comment est-ce qu'on arrive maintenant à utiliser la compétence comme étant cette nouvelle monnaie d'échange dans l'organisation. Donc ça impacte différents processus RH. Il y a certaines entreprises comme Mastercard, par exemple, Schneider Electric, qui ont fait ces pivots et qui sont devenus des vrais skills-based organization. C'est-à-dire que la compétence, c'est ce qui va me permettre, par exemple, d'identifier les prochains métiers vers lesquels je peux évoluer. Mais ce sont aussi ces mêmes compétences qui vont impacter le système de rémunération dont parlait Benoît tout à l'heure. C'est-à-dire comment est-ce qu'on valorise les experts? Qu'est-ce qu'un expert? C'est peut-être qu'il détient certaines compétences critiques pour l'organisation, et il est peut-être l'une des seules personnes dans l'entreprise à les mobiliser, à la connaître et à être capable de la transmettre. Donc ça, c'est une vraie question. C'est du coup, demain, quelle est la place de la compétence? Dans ces skills-based d'organisation, la compétence est le nouveau facteur et on se détache des systèmes de grading traditionnels. C'est un vrai bouleversement. Ça, c'est la dernière étape, je pense, du chemin avant d'avoir fait cette transition. Et d'ailleurs,
un des enjeux, parce qu'on parle beaucoup de rétention des talents, à un moment où finalement les compétences, avant on se disait on avait besoin des ressources, on les recrutait. Un gap, on va recruter sur le marché. Aujourd'hui, on a cet enjeu de d'abord mobiliser justement ces viviers, ces forces vives internes, parce qu'on vit une pénurie de talents, ce qui a forcé beaucoup d'organisations à se dire comment est-ce que je qualifie justement mes équipes en interne. Et là, à ce moment-là, le fait de se concentrer sur ce vivier et sur cette force vive, ça permet à l'entreprise aussi de répondre à un enjeu de reconnaissance. C'est-à-dire que finalement, les salariés, on en parle beaucoup, en plus, notamment en ce moment avec l'inflation, finalement, on se dit comment est-ce qu'on apporte de la reconnaissance. Alors, il y a un enjeu de pouvoir d'achat, et sur les attentes parfois de certains salariés, comment on apporte une reconnaissance qui peut être autre que monétaire. Par exemple, quand on discute avec le groupe Corian, comment est-ce qu'on fait? On peut pas augmenter 100% des salariés de l'entreprise et augmenter, doubler les salaires de toute l'entreprise. C'est pas forcément viable. Donc comment est-ce qu'on apporte un autre niveau de reconnaissance et permettre d'identifier quelles sont les compétences mobilisées en interne et derrière d'être capable d'en faire quelque chose. Donc pas que ce soit dans les SIRH, dans un système où on demande aux salariés de compléter son profil. En moyenne, il y en a 10% des salariés qui le font parce que ça n'a pas d'impact dans les processus RH. Donc c'est là où justement, je pense que demain, et ce qu'on voit dans ces fameuses skills-based organization, elles introduisent la compétence dans leurs différents processus, progressivement. D'abord dans le recrutement, ça c'est historique, on a des grilles de compétences pour recruter, dans la gestion des carrières, dans la rémunération, dans tout un tas de facteurs, et la formation bien sûr. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, l'état de la situation, ce qu'on voit aujourd'hui avec nos différents clients en France ou à l'international. Maintenant, il y a des limites. Et justement, ce que je vous disais, c'est qu'il faut faire attention ou ne pas mettre d'intelligence artificielle. L'exemple classique, je pense qu'il a fait couler un peu d'encre, celui d'Amazon. Amazon qui avait utilisé une intelligence artificielle en disant on a envie de recruter, on a plein d'informations sur nos salariés, on a des revues de performance, etc. Servons-nous de cette base pour mieux recruter et identifier des personnes qui vont être performantes demain. Donc ils ont mis toutes leurs données dans le système en disant l'IA fera le tri. Sauf que forcément, l'IA, elle est agnostique. C'est un cerveau. C'est comme si vous apprenez à un enfant. Au démarrage, il n'y a pas de cadre de référence. Vous le construisez, ce cadre, avec le système, en fonction de ce que vous montrez, de ce que vous ne montrez pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'IA a simplement tiré la conclusion, parce que dans le passé, il y avait beaucoup moins de femmes qui accédaient à des postes à responsabilité au sein d'Amazon. Et donc, il a tiré la conclusion que c'est simple. Si quelqu'un postule et que c'est une femme, je vais lui donner un critère. Moi, je vais pas lui donner l'accès à certains postes. Alors là, quand vous dites ça, c'est un peu choquant. Bon, l'IA, pour elle, c'est pas choquant, c'est complètement agnostique, c'est une variable comme une autre. Donc c'est pour ça qu'en fait, le cadre éthique autour de l'introduction de l'intelligence artificielle, c'est majeur. Le choix des données, donc ça implique d'avoir une vision claire en disant, quand il y a une intelligence artificielle, et je vous suggère vraiment de challenger tous les acteurs, y compris nous, quand on vient vous voir en disant, voilà, on va mettre de l'IA, ça va résoudre plein de problèmes, sur quelles données vous entraînez vos systèmes? Quels sont les biais? Est-ce que vous avez conscience des biais? Voilà. Nous, quand on entraîne notre système pour détecter, par exemple, les compétences d'avenir dans les offres d'emploi, bien sûr qu'il y a un biais. Il y a une partie du marché qui est cachée. Sur certaines populations moins qualifiées, par exemple, il y a des recrutements qui se font, qui ne sont pas forcément par offre d'emploi. Donc ça, ce sont des compétences qu'on ne va pas capter. Ce qui est important, c'est de le connaître, c'est de connaître ces biais pour derrière être sûr que quand on introduit l'intelligence artificielle, on ne fasse pas n'importe quoi. Donc ça, c'est cet exemple-là. Le dernier exemple que je vais utiliser, parce que je pense qu'après, il y a... Ah non, effectivement, j'ai un timer, donc j'ai encore du temps, c'est magnifique. Un exemple effectivement important, c'était le cas de Twitter. Je pense que ça, alors, on s'éloigne effectivement des ressources humaines, mais c'est intéressant pour comprendre l'évolution et l'apprentissage d'une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui a été entraînée pour tweeter automatiquement. Et en fait, sur la base de toutes les données présentes sur Internet, l'intelligence artificielle est devenue, en quelques heures, est devenue raciste. Et donc se mettait à faire des tweets qui étaient complètement insensés. Donc c'est là où justement il faut faire attention à la matière qu'on donne à manger à ces systèmes pour apprendre. Et donc le travail en amont de nettoyer la donnée, le cadre éthique, qu'est-ce qu'on veut... voilà. Et encore une fois, pareil, je prends l'exemple de prendre la variable homme-femme pour entraîner le système. Ça, on sait que c'est une erreur, enfin, c'est une catastrophe de faire ça. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un critère d'apprentissage, parce que ça fait partie de notre cadre éthique. Mais il y a plein d'autres critères sous-jacents. Par exemple, quand on se dit, super, alors on base tout sur la compétence, très bien. Et sur l'évaluation des compétences. Mais est-ce qu'il n'y a pas des biais dans l'évaluation des compétences? Comment on les évalue? Est-ce qu'il n'y a pas certaines populations qui vont se surévaluer et d'autres se sous-évaluer? Donc tout ça, ça implique de se poser la question de comment on objective la donnée jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'intelligence artificielle et qu'elle serve de base d'apprentissage. Ça, c'est un point majeur. Pour vous parler, parce que j'ai envie de terminer sur quelque chose de plutôt positif, plutôt que vous parler des risques de l'IA, voilà, parce qu'en plus c'est ce qu'on vit au quotidien, il y a des évolutions qui sont en train de bouleverser le secteur et qui sont en train de permettre de nouvelles applications de l'IA au sein des ressources humaines. Et ça, c'est intéressant parce que
on a créé un centre de recherche au Portugal qui était agréé par l'Union européenne sur l'intelligence artificielle pour travailler sur vraiment l'évolution technologique, pas seulement l'application de l'IA au RH, mais vraiment sur quelles sont les prochaines évolutions technologiques. Et on veut être capable de les comprendre d'abord pour derrière choisir où est-ce que c'est judicieux ou pas de les appliquer dans les ressources humaines et de le faire dans le bon sens. Et un sujet, et je suis sûr que si je vous demande de lever la main pour combien de personnes ont entendu parler, de l'active learning. Je pense que personne ou très peu de gens en ont entendu parler, sauf Pierre-Louis ici présent qui travaille chez NeoBrain, bien sûr, le grand malin. L'active learning, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un sujet qui est en train de bouleverser. Aujourd'hui, l'IA, avec une nouvelle pédagogie, c'est comme Montessori appliqué à une intelligence artificielle, apprend à peu près 10 fois plus vite qu'elle ne le faisait il y a 2 ou 3 ans. L'active learning, c'est que ça permet au système d'apprendre sur la base de ses erreurs. En fait, c'est-à-dire que l'IA va sortir et produire ses conclusions, et on va entraîner le système pour lui faire comprendre, ok, quelles sont les conclusions que tu as tirées qui ne sont pas bonnes, et en redonnant ça à manger au système, le système apprend 10 fois plus vite. Donc il apprend 10 fois plus vite sur la base de ses erreurs que sur ses bonnes réponses. C'est assez étonnant, mais c'est-à-dire que c'est la pratique qui fait que l'IA va justement apprendre plus vite. Une application, on va me dire, ok, tout ça c'est super si on était sur un forum technologique, c'est quoi l'application de ça dans les ressources humaines? Je donne un exemple. Dans NeoBrain, on a un système qui vous permet de vous sélectionner des postes ouverts à la mobilité interne, et vous allez swiper à droite et à gauche, comme sur Tinder. Avant, il nous fallait 40 feedbacks pour être capable d'apporter un résultat de qualité aux salariés. 40 feedbacks, personne ne le fait. Aujourd'hui, avec l'Active Learning, il faut 4 feedbacks. Donc avec 4 swipes à droite et à gauche, on arrive à peu près à prédire à 80% le poste sur lequel vous allez postuler derrière. Donc ça, c'est des applications de l'IA, justement, des nouveautés technologiques qui déverrouillent complètement les possibilités. Et le dernier sujet, c'est BERT. Alors BERT, c'est pas le nom de ma grand-mère, mais c'est une nouveauté qu'a conçue Google qui permet à l'IA de lire comme nous on lit, qui permet de comprendre donc du texte non structuré. Concrètement, et ce qui est rigolo, c'est on pense qu'on lit de gauche à droite ou de droite à gauche en fonction de sa culture. En fait, la réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'on lit. Le cerveau pointe et lit dans les deux sens. Nous, on a l'impression de décoder de gauche à droite. Et en fait, donc au démarrage, l'IA lisait de gauche à droite. C'était, vous savez, les premiers traducteurs de Google Traduction qui traduisaient n'importe quoi. Et d'un coup, il est sorti DeepL. DeepL qui nous traduit des trucs, on se dit putain, c'est quand même super, c'est très très proche quand même d'une bonne traduction. Bah, ça c'est un exemple d'application du modèle BERT parmi d'autres systèmes, mais c'est notamment ce modèle BERT qui permet à l'IA de lire du texte non structuré. Une application concrète, un exemple serait fait avec un grand groupe dans l'énergie, un peu plus de 100 000 salariés. Leur enjeu c'était de se dire comment est-ce qu'on détecte les futurs hauts potentiels de l'entreprise. Et donc pour répondre à cet enjeu, généralement, ce qui se passait, c'est qu'ils regardaient dans un premier pool de cadres à partir d'un certain niveau de grading, etc., en disant on va chercher dans ce pool et on va procéder à des évaluations individuelles, etc. On a cette grille, etc. Sauf que le problème de ça, c'est que ça implique qu'on détecte parfois trop tard ces fameux hauts potentiels. Parfois, ces hauts potentiels, ils viennent de prendre leur job dans les 6 derniers mois. Mais on n'a pas la donnée nécessaire pour être capable de les détecter et de les développer. Donc on risque de les perdre à un moment où la ressource est rare sur le marché. Donc là, concrètement, grâce au modèle BERT, on a analysé 1,5 million d'entretiens annuels d'évaluation. Donc toute la partie qui est non structurée. Alors, on a du texte, du verbatim, tout le texte qui pouvait être disponible. Et on a fait ce processus en parallèle de ce comité de sélection d'experts. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, le comité a mis 6 mois pour produire une première liste de 600 noms qui sont les futurs dirigeants du groupe. Sur cette liste de 600 noms, et l'IA a fait la même chose. L'IA, en 48 heures, a produit cette liste avec 83% de correspondance. 83% de profils qui ont été détectés à la main ont été détectés par l'intelligence artificielle sur la base des comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation. Mais la beauté, parce que ça on se dit, bon super, on savait déjà le faire, donc c'est très bien. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les 17% qui diffèrent. Les 17%, c'est quoi? Et c'est ce qui s'est traduit à la fin, des profils qui effectivement sont des hauts potentiels, mais qui n'avaient pas été détectés manuellement parce qu'on n'avait pas l'information, parce que le manager avait gardé au chaud sa pépite dans son équipe. Donc ce type de détection, c'est là où justement l'IA peut permettre, en s'appuyant sur le texte non structuré, grâce au modèle BERT, d'analyser, de révéler et de faire remonter d'autres profils. Alors bien sûr, vous allez dire, l'enjeu majeur, c'était de ne surtout pas apprendre à l'IA sur la base de données historiques en disant les dirigeants précédents avaient ces caractéristiques, allons chercher les futurs dirigeants, parce que les futurs dirigeants incarneront une stratégie qui n'est pas la même que celle du passé. Donc l'enjeu, et je précise quand même, a été de démarrage de définir avec le président du groupe les 5 grandes qualités et qui ont été décrites en 50 pages derrière pour définir exactement ce qu'on cherchait. Donc il faut savoir ce qu'on cherche
de toute façon avant de partir, avant de partir le chercher. Je pense que j'ai couvert les éléments principaux. Si vous avez des questions, je serai